Comment utiliser son épargne afin d'investir pour le climat? Voilà la question que se posent de plus en plus d'investisseurs ou d'épargnants. Et pour y répondre, nous avons le plaisir de recevoir dans Investir Responsable Joseph Chouefati. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes cofondateur de Goodvest. Goodvest, donc une plateforme en ligne qui propose de souscrire un contrat d'assurance vie pour le moment. Peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, un contrat d'assurance vie qui ensuite permet de réaliser des investissements en ligne avec les accords de Paris, c'est bien ça? Exactement. L'objectif, en fait, c'est de proposer une vraie démarche à la fois scientifique et transparente qui respecte l'accord de Paris et qui va aller plus loin que les labels pour être certain qu'il n'y a pas de greenwashing et avoir une démarche engagée pour l'environnement à travers son épargne. Alors, Goodvest, c'était 7 thématiques d'investissement. C'est maintenant 8 thématiques d'investissement avec la thématique solutions climatiques. On va en parler, mais dans un deuxième temps. Mais de manière plus générale, Joseph Chouefati, selon vous, avec votre expertise, comment fait-on pour investir pour le climat en France aujourd'hui? Alors, il faut prendre sa loupe. D'accord, ouais. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas fléché? Effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu la jungle, hein, on peut le dire. Des labels, ça bouge beaucoup d'ailleurs, on va pouvoir en parler. Tout le monde fait du vert et de l'investissement responsable. Et donc, il faut sortir sa loupe. La première étape, c'est de ne pas s'arrêter au label. D'accord. Petit rappel sur le principal label en France, c'est le label ISR, qui d'ailleurs commence un peu à vieillir et qui va être réorganisé. Aujourd'hui, on a plus de 80% des fonds labellisés ISR qui investissent encore dans des entreprises qui sont impliquées dans les énergies fossiles. Bien sûr, oui. Donc, alors, le label ancienne version, puisqu'il y a un travail actuel pour exactement. une refonte du label ISR, mais en l'état actuel, c'est effectivement toujours ce que vous dites. 80%, donc c'est beaucoup et ça ne permet pas de garantir l'orientation durable d'un fonds. D'ailleurs, c'est beaucoup remis en cause par les épargnants et aussi par des études. D'accord. Il y a une étude qui a été publiée par la Banque de France il y a maintenant quelques semaines, qui a analysé des fonds labellisés ISR et qui les a comparés à des fonds non labellisés ISR. Et ils les ont analysés en fait sur les 2 premiers scopes d'émissions de CO2, donc sur les émissions directes, pas sur les émissions indirectes parce que c'est une donnée qui n'est pas forcément simple d'accès. Bien sûr. On va en parler après. Quand on parle d'émissions indirectes, c'est notamment quand on fait appel à des fournisseurs, par exemple. Ou alors le client, le consommateur final. D'accord, oui. Si on prend l'exemple assez simple d'une voiture, ça va être lorsqu'on conduit. D'accord, oui. Voiture, en fait, c'est le scope 3, donc les émissions indirectes du constructeur automobile. Donc je suis constructeur automobile, je vous livre une voiture qui pollue énormément. Si on ne m'analyse pas sur le scope 3, mais seulement sur 1 et 2, globalement, on ne prend pas en compte ces émissions-là. Voilà. D'accord. Et c'est encore plus parlant pour les énergies fossiles. Si on regarde que le scope 1 et 2 des géants des énergies fossiles, ils ont un bilan carbone qui est assez bon. Et en fait, il faut regarder le scope 3, qui est très révélateur et qui représente l'immense majorité de leurs émissions de CO2. Et donc cette étude, elle a souligné que dans 47% des cas, quasiment un cas sur 2, les fonds labellisés ISR vont faire moins bien en bilan carbone que les fonds labellisés ISR. Les fonds non labellisés ISR, d'accord. Donc une fois sur 2, effectivement, la promesse ne marche pas forcément, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Et ça prouve bien, donc, alors, même si elle s'arrête qu'au scope 1 et 2, qu'il y a un vrai enjeu d'aller plus loin que les labels. Pour aller plus loin, une étape, ça va être l'exclusion complète des énergies fossiles. D'accord. D'ailleurs, on en parle, on ne sait pas encore exactement quelle va être la ligne du nouveau label ISR. Est-ce que ça va être uniquement les énergies fossiles non conventionnelles? Est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce que ça va être toutes les énergies fossiles dès le premier pourcentage? Nous, le choix qu'on a fait chez Goodvest, c'est que dès le premier pourcent d'implication dans les énergies fossiles, que ce soit charbon, pétrole ou gaz, extraction ou production, on exclut le fonds. Et c'est une démarche qui est très stricte. Donc on n'investit jamais dans les énergies fossiles chez Goodvest. Exactement. Il n'y a aucune implication. Dès le premier pourcent, en fait, on va aller regarder à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a un plan de sortie dans les 3 ans? Et s'il n'y a pas de plan de sortie complet dans les 3 ans et qu'on arrivera à 0% dans les 3 ans, on exclut immédiatement le fonds. Ça veut dire, alors Goodvest est encore jeune, mais ça veut dire que globalement on peut voir des fonds référencés une année qui ne le seront pas l'année suivante parce qu'ils n'ont pas suivi le plan de sortie, par exemple, des énergies fossiles? Effectivement, c'est une possibilité. Alors, grosso modo, de toute façon, quand on accepte d'avoir un fonds, on est certain qu'il y a une fermeture et une vente qui est programmée, qui est signée à 2 ou à 3 ans. Donc ça n'arrive pas dans ce cas-là, mais théoriquement, c'est ce qui pourrait arriver, effectivement. Bon, alors, retour effectivement sur alors, les critiques que vous émettiez sur notamment le label ISR, mais sur les labels de manière générale. En fait, derrière ça, il y a ce côté très généraliste de l'ISR, l'investissement socialement responsable basé sur des critères ESG, environnement social et gouvernance, là où certains épargnants peuvent être un peu perdus lorsqu'ils veulent investir et pour eux investir via des valeurs et aller essentiellement sur le climat, ils ne s'y retrouvent pas finalement, c'est ça? Effectivement. Le problème qu'on a avec l'ESG, c'est que c'est très généraliste et en fait, si on est bon sur une des 3 lettres ou assez bon sur une des 3 lettres ESG, donc pour environnement social et bonne gouvernance, eh ben, on peut se revendiquer comme durable. Et ce n'est pas forcément ce qu'attendent les épargnants qui, par exemple, vont attendre un engagement en particulier sur le climat et un respect, par exemple, de l'accord de Paris sur les 3 scopes d'émissions de CO2.
Donc on prend sa loupe, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on regarde alors? Les labels. Ouais. Label d'abord, c'est un indicateur SFDR 8 ou 9. C'est un indicateur, ça nous met la puce à l'oreille. Mais ensuite, on va regarder, est-ce qu'il y a des exclusions sectorielles sur les énergies fossiles, d'autres exclusions sectorielles également, notamment par exemple le respect du pacte des Nations Unies, si on veut être plutôt sur le respect des droits de l'homme. Ensuite, on va regarder, est-ce qu'on a accès aux émissions de CO2 du fonds sur les émissions directes et sur les émissions indirectes. D'accord, ce fameux scope 3 dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et ça nous permet aussi de déterminer s'il y a une trajectoire de réchauffement climatique qui va respecter l'accord de Paris. D'accord. Donc ça, aujourd'hui, il y a un autre chiffre, c'est qu'il y a seulement 0,2% des actifs globaux qui respectent l'accord de Paris sur les 3 scopes. D'accord. 99,8% des actifs globaux, donc si on fait une extrapolation des fonds d'investissement, ne respectent pas l'accord de Paris. Donc pas forcément les actifs, enfin les fonds verts en question, l'intégralité des actifs investis, mais on est sur une minorité qui sont en ligne avec les accords de Paris. Ça veut dire qu'on peut investir pour le climat, entre guillemets, sans pour autant réaliser des investissements en ligne avec les accords de Paris? Alors, non, justement, c'est bien ça le problème. C'est que pour nous, en tout cas c'est notre politique, il faut respecter l'accord de Paris si on dit qu'on investit pour le climat. D'accord. D'ailleurs, pour donner un autre chiffre, donc chez Goodvest, on a analysé un peu plus d'1 millier de fonds durables. Et en plaçant ces 3 filtres, exclusion sectorielle, le deuxième filtre qui va être le respect de l'accord de Paris, et le troisième filtre qui est la politique de vote, c'est un point qui est super important, on a seulement 5% des fonds durables qui passent nos critères. Politique de vote, pour ceux qui nous écoutent rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est important de sélectionner les titres les plus durables, mais ce qui est, j'ai envie de dire presque aussi, voire plus important, ça va être d'être accompagner les élèves qui sont encore moyens sur certains sujets. D'accord. Donc pas faire que de l'exclusion, mais quand même accompagner la transition aussi d'entreprises qui ont montré qu'elles étaient réellement dans une démarche de transition. C'est ça, exactement. Et c'est que par exemple des entreprises qui vont être sur une trajectoire à 2 degrés, aller chercher à se rapprocher vers une trajectoire plutôt à 1,5 degré de réchauffement climatique. Et donc ça va se faire en vérifiant que les sociétés de gestion ont une politique de vote active aux assemblées générales des actionnaires. Donc elles se présentent et elles votent. Et elles n'hésitent pas aussi à s'opposer parfois à des mesures qui sont contre des décisions qui vont nous permettre de respecter l'accord de Paris. Et alors là, à ce moment-là, si l'opposition aux mesures ne suffit pas, il faut sortir effectivement de l'investissement en question? Voilà, c'est globalement ce qu'on voit assez souvent. Oui. Bon, donc, si je comprends bien, investir pour le climat au sens où Goodvest l'entend, ou en tout cas au sens où, en ligne avec l'accord de Paris, ça nécessite un travail de fond, un travail de fourmi quand on est épargnant? Ça nécessite un travail de fourmi et les données ne sont pas forcément accessibles. Les émissions Scope 3 sont très rarement indiquées. Il y a peu de sociétés de gestion qui communiquent dessus. Et donc, effectivement, ça nécessite vraiment d'avoir sa loupe. Et en fait, il faut que le conseiller ou la solution d'épargne donne de la transparence, fournisse ces données facilement à l'épargnant et lui explique en fait. Mais alors pour le coup, vous lancez cette thématique d'investissement, solution climatique, qui existe depuis quelques semaines maintenant sur le site de Goodvest. On trouve des fonds en lien avec ce niveau d'exigence que vous nous avez décrit sur cette thématique climat? Oui, heureusement. Donc cette thématique qu'on a lancée, elle investit sur un fonds qui est un fonds vraiment qui investit sur les pure players de la transition écologique. D'accord. Donc des entreprises qui sont dans la réduction de l'impact du transport, donc par exemple dans le ferroviaire, dans les énergies renouvelables, dans la préservation du capital terrestre. Donc c'est vraiment sur des pure players. Et d'ailleurs ça se voit parce que le fonds est triplement labellisé. Il est ISR, Greenfin, Towards Sustainability. Et donc c'est un fonds qui est très exigeant. Il va tellement loin qu'il n'utilise même pas la poche de diversification du label Greenfin. Rapide explication. Bien sûr, sur les fonds labellisés Greenfin, il y a une poche de diversification qui est autorisée où on peut aller financer des entreprises qui vont être un petit peu moins engagées sur l'environnement tout en respectant des critères quand même d'exclusion du label Greenfin. En espérant y trouver un petit peu plus de performance peut-être, c'est ça? Ou de diversification. Ou de diversification, d'accord. Diminution du risque. Et alors justement, ça m'amène à cette question, est-ce que quand on investit pour le climat au sens stricto sensus, justement que on se met toutes ces barrières ou en tout cas toutes ces exigences, est-ce qu'on arrive à sortir de la performance à la fin? Alors ce fonds en question, c'est un fonds Montpensier, il a fait des performances exceptionnelles lors des dernières années. C'est un fonds très pure player, donc qui est très volatile, mais il se trouve que ces dernières années, les acteurs qui étaient très engagés pour la transition écologique, qui étaient des pure players, ont plutôt très bien performé. On peut penser aux énergies renouvelables, mais c'est aussi le cas du transport ou de la préservation du capital terrestre. Donc oui, en revanche, nous, ce qu'on fait, c'est que ce fonds-là, qui est très volatile, on ne propose qu'au profil 4 ou 5, donc au profil plutôt audacieux et ambitieux. Sinon, pour les autres profils, on va plutôt être sur des green bonds, short durations, donc vraiment des obligations à duration courte, qui vont avoir une volatilité plus faible et qui vont permettre aux épargnants qui souhaitent prendre moins de risques d'investir. Ou alors diversifier justement avec
différentes propositions d'investissement. Très rapidement, si on revient sur Goodvest, alors je lisais qu'en début d'année, vous étiez à 20 millions d'encours sous gestion. C'est plus aujourd'hui, c'est ça? Effectivement, donc là on est à 30 millions d'encours sous gestion. On continue notre meilleur démarrage pour un contrat d'assurance vie distribué sur Internet. Donc on est très fiers de ça. Et on a désormais séduit quasiment 3500 épargnants, D'accord. alors qu'on en avait 2000 au début de l'année. Toujours sur un contrat d'assurance vie ou d'autres projets sont en cours au sein de Goodvest? Toujours sur un contrat d'assurance vie. Alors on a lancé Goodvest Kids récemment. Bien sûr, aux parents d'investir pour leurs enfants. Et là on travaille sur un nouveau projet. On va lancer les préinscriptions dans les prochains jours. C'est le plan d'épargne retraite. Donc il y a un plan d'épargne qui permet d'avoir une retraite complémentaire tout en finançant les entreprises qui sont engagées pour la transition écologique. Merci beaucoup Joseph Chouefati d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Goodvest. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.